Bonjour Charline Vanhoenacker. Bonjour Antoine Decaune. Bonjour, alors c'est ravioli, c'est vendredi, non? Oui, c'est ça, avec des exercices, un dessin, puis là j'attends les chroniqueurs. Écoutez, s'ils viennent, c'est bien. S'ils viennent pas, je peux faire un édito d'1 heure, je peux me débrouiller. Bon. Vous savez, on s'adapte. Hein. Gardez bon espoir, ils finissent toujours par arriver. Il est 17h et vous écoutez France Inter. Les infos, Laetitia Gaillet. Après les attentats de janvier 2015 et le procès qui vient de se terminer, celui de novembre 2015 a désormais une date. Il est annoncé pour commencer le 8 septembre 2021. Il durera jusqu'à fin mars 2022. 20 personnes seront jugées devant la Cour d'assises spéciale de Paris, dont Salah Abdeslam, le seul membre du commando encore en vie. 7 membres de l'ultra-gauche devaient être présentés à un juge antiterroriste aujourd'hui. Ils ont été interpellés en début de semaine dans plusieurs régions de France. Des armes ont été retrouvés lors de perquisitions. On ne sait pas pour l'instant quel était leur projet d'action. En tout cas, ils devraient être mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes. Nous aurions été irresponsables d'ouvrir davantage. Noël est entre nos mains. La justification d'un côté et la mise en garde de l'autre. Au lendemain des annonces de Jean Castex, Emmanuel Macron a donné son éclairage aujourd'hui sur la deuxième phase du déconfinement ou l'allègement au choix du confinement. La culture est toujours en colère. Le monde de la montagne, après une réunion à Matignon, est entre les deux. Les remontées mécaniques n'ouvriront pas pour les fêtes de fin d'année, mais une date est avancée, le 7 janvier. Encore faut-il que les conditions sanitaires le permettent. Xavier Roseran est député En Marche de Haute-Savoie. Il fait partie de l'Association nationale des élus des territoires touristiques et il prend acte. C'est une très bonne nouvelle. On regrette bien sûr la non-ouverture des remontées mécaniques malgré le protocole sanitaire qui a été sérieux pour les vacances de Noël-Nouvel An. Les stations, bien sûr, pourront accueillir l'ensemble des vacanciers Noël-Nouvel An, mais les remontées mécaniques seront fermées avec une ouverture le 7 janvier. Mardi dernier, avec des collègues députés de la commission montagne, on a été reçus à l'Élysée et on avait demandé 2 choses. Une visibilité d'ouverture et des aides qui soient spécifiques à la montagne. La visibilité d'ouverture, elle a été précisée ce matin par le Premier ministre et l'ensemble de ses ministres, avec une date, bien sûr, le 7, sous condition, bien sûr, de l'évolution sanitaire. Et a été également précisé ce matin des aides massives et spécifiques pour la montagne. Et en l'occurrence, il s'agit de 400 millions d'euros pour la filière. Et voilà qui ne va pas faire plaisir aux acteurs français de la montagne. Les stations de Catalogne, en Espagne, près de la frontière française, annoncent aujourd'hui qu'elles ouvriront, elles, lundi. Alors en théorie, seuls les habitants de cette région pourront aller y faire du ski, car la région en question est partiellement bouclée. Entrer ou sortir de Catalogne n'est en effet autorisé que pour des impératifs précis. Mais les contrôles, il faut le dire, restent sporadiques. Pour la pratique du sport en salle, seuls les mineurs pourront reprendre la semaine prochaine. Le ministère des Sports a confirmé aujourd'hui la réouverture pour eux des gymnases et des piscines, et ce donc à côté du 15 décembre, Jérôme Cadet. L'objectif reste le même pour le gouvernement, favoriser la pratique du sport chez les jeunes et limiter les effets du confinement sur la santé. Depuis fin novembre, la pratique en extérieur, dans les clubs de foot ou de rugby par exemple, leur est autorisée. Les cours de sport à l'école n'ont jamais cessé et à partir de mardi prochain, les gymnases et piscines vont rouvrir pour les mineurs. Les sports collectifs de salle, sports de combat, natation, clubs de gym sont concernés notamment. Le protocole sanitaire reste très strict et la reprise des activités temporaire, quelques jours seulement avant les vacances. Mais c'est un soulagement pour Maglone Haribo, présidente du club de Goéland Gym dans la banlieue de Toulouse. C'est très frustrant, mais je ne vais pas vous dire c'est une mauvaise nouvelle parce qu'on attend ça depuis tellement longtemps. Les enfants n'ont qu'une envie, c'est reprendre l'entraînement au gymnase. On va le considérer comme un apéritif avant de reprendre tous normalement le 4 janvier, si évidemment la situation sanitaire le permet. Donc non, c'est une très bonne nouvelle. C'est un moyen avant les fêtes que tout le monde se retrouve pour célébrer cette reprise de janvier en espérant qu'elle sera effective. L'enjeu de cette reprise pour les clubs est aussi d'enrayer la fuite des licenciés, moins 20% en moyenne, selon le Comité national olympique français. Jérôme Cadet, le sport version gros sous, le divorce est acté aujourd'hui entre Mediapro et la Ligue de football professionnel. Mediapro arrêtera de diffuser les matchs de foot de Ligue 1 et de Ligue 2 fin janvier. La chaîne Téléfoot s'arrêtera dans la foulée. Mediapro, qui était arrivé en fanfare dans le monde du football en 2018 pour les droits de diffusion, s'est révélé défaillant. Il n'a pas honoré ses échéances d'octobre et de décembre, 325 millions d'euros en tout. Il propose aujourd'hui 100 millions pour tout dédommagement. Le tribunal de commerce de Nanterre doit encore maintenant valider le divorce. Dans une
21h, des membres des organisations jeunesse viendront déposer de façon symbolique des bougies sur l'esplanade du Trocadéro à Paris. À la veille de l'anniversaire des 5 ans de l'accord de Paris sur le climat, ces organisations, syndicats et autres lancent aujourd'hui un appel aux maires pour qu'ils agissent à défaut d'être convaincus par les actions du gouvernement. Et toujours à la veille de cette journée anniversaire, l'Union européenne, elle, a annoncé ce matin la conclusion d'un accord pour verdir l'Union, un accord plutôt douloureux à obtenir, Marie-Pierre Véraud. Il aura fallu tout de même batailler toute la nuit pour arracher cet accord d'une réduction de 55% des gaz à effet de serre d'ici à 10 ans. La Pologne a endossé une fois de plus le rôle du partenaire récalcitrant. Varsovie, en fait, dépend largement du charbon et souhaitait arracher des garanties financières solides pour verdir son économie. Elle a par ailleurs obtenu de pouvoir choisir son énergie de transition. On sait que la Pologne penche pour le nucléaire et se félicite que le PIB soit pris en compte dans les efforts, donc la réduction sera moins ambitieuse pour les pays les plus pauvres de l'Union. Côté gris encore, c'est une réduction nette, donc qui prend en compte les puits de carbone naturels comme les forêts et exigera moins d'efforts de la part des États, mais l'Europe verte a tout de même fait un nouveau pas dans la bonne direction. Marie-Pierre Véraud et 4 départements du Sud-Ouest sont désormais en vigilance orange cet après-midi. Les Landes, le Gers, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées pour des risques de crues. Un mot du programme d'une semaine en France tout à l'heure à 18h15. Claire Hédon, la défenseur des droits, sera l'invitée de la première partie. Et puis à 19h20, le téléphone sonne autour de la santé mentale des Français. Vos questions au 01 45 24 7000 dès 18h. Vous écoutez France Inter, il est 17h06. Tous les vendredis sur France Inter, récit des jeunesses en mouvement dans Foule Continentale. 21h, Caroline Gillet. On observe en ce moment une grande progression de la précarité des étudiants en France, privés de leurs boulots alimentaires à cause de la crise sanitaire. Ils ont de plus en plus de mal à bien se nourrir ou même à se nourrir tout court. Imen Bounou a créé un compte Instagram pour leur venir en aide. Je vais vous montrer comment faire une pizza à la poêle. Foule Continentale. Tous les vendredis sur France Inter à partir de 21h. Et tous les podcasts sur franceinter.fr. Dis-moi, mais t'as le sourire. On a décroché notre contrat au Japon. À distance. Oh, quel talent. Distance raccourcie grâce à Julie. Tu sais, notre volontaire à Tokyo. Julie. Ah oui, bien sûr. Et le VIE, c'est vraiment un passeport pour la prospection. Et un vrai passeport pour l'emploi des jeunes. Pour la relance, pensez export. Avec le chèque relance VIE, bénéficiez de 5 000 € pour intégrer un jeune talent dans vos équipes internationales. Toutes les aides de France Relance et les soutiens de votre région pour l'international sont sur teamfrance-export.fr. C'est vendredi et c'est par Jupiter. Et aujourd'hui, il n'y a que Charline Vanhoenacker. Ah oui, c'est une demande, Laetitia Gaillet? Non, vous les avez retrouvés. Vous pensez? Je ferai un long édito. Bah oui, moi j'étais là pour vous soutenir. Hein. J'aurais fait la musique et tout. Bah non, écoutez, les chroniqueurs sont là, ils sont arrivés. Il y aura des brèves. Et puis c'est tout. Voilà. Non, il y a beaucoup d'égo en fait aussi. Hein. Oui, il y aura de la musique. Il y aura Hippolyte Girardot. On n'a pas encore très bien défini le thème de chronique, mais ça va venir. Merci Laetitia Gaillet. Voilà. Oui, c'est ça. Hein. Merci. Ouais. Bon week-end. Bon week-end. Allez, voilà. Oui, c'est ça. Hein. Merci. Bon week-end. Ouais. Bon week-end. – 11h dans le bureau de Par Jupiter. Je me demande bien à quoi ça sert de venir travailler. Alex, allez du nerf. Non, je vais plus boire rien. Mais nous, on est là. T'as entendu les annonces là, tonton Castex? Il est pire que mon oncle Jean-Claude dans les repas de Noël. Bon bah voilà une bonne nouvelle. Tu verras pas Noël ton tonton. Bah ouais, parce qu'il n'y aura pas de Noël, voilà. Écoute, il y a un virologue belge qui a dit qu'il fêterait Noël en juin. Le genre de type qui fête la libération en 49. Oh, t'es ronchon aujourd'hui. Non mais t'as vu, ils promettent des choses et paf. En fait, c'est non, quoi. Et c'est du harcèlement moral, voilà. Ah ouais, les théâtres, les ciné qui rouvrent pas, ça, oui, c'est un coup dur, oui, d'accord. Ouais, y a ça aussi, mais... Comment ça aussi, mais... Attends, tu pensais à quoi, là? Le couvre-feu à 20h? Ah, 20h, 21h, ça c'est pas le plus dur, mais... Mais c'est quoi, alors? Mais cette année, on pourra pas faire le réveillon de la Saint-Sylvestre. Oh bah, t'aimes ça, toi? J'adore ça, moi, payer très cher une cagnotte pour manger du gibier trop cuit avec des érelles trop acides et du mauvais champagne, c'est chouette. Bah, tu me fais marcher, là. On est sous à 22h et on est obligé de rester jusqu'à minuit pour se dire bonne année. Et pendant ce temps-là, bah, on drague la copine de son pote en lui expliquant que notre couple bat de l'aile. Ouais, ça fait rêver. Ouais. Mais on s'en fout parce que le lendemain, on s'excusera, on dira qu'on s'en souvient pas. Tout ça entre deux relents de gastro à cause des huîtres et... Oui, je comprends que tu sois fâché, oui. Et voilà, bah, à cause de Jean Castex, c'est mort. Voilà, je dois rester chez moi, seul, à regarder Patrick Sébastien chanter les sardines. Wouh là là, alors là, vraiment, je sais pas du tout laquelle je choisirais entre les deux fiestas. Hein. Moi, je sais. Jusqu'au petit jour, on ira faire.
secours, la France Inter. Et bienvenue au comité central de la blague subventionnée. Et voici la devise du jour. Exige beaucoup de toi-même et attends peu de Roselyne Bachelot. Bonjour Juliette Arnaud. Bonjour Charline. Avec vous, nous écouterons la suite et la fin du roman de la semaine, Roux, le livre de Maurice Genevoix où il raconte, en disant « je », la vie d'un chat noir. Ça ne vous dérange pas qu'il soit noir? Et en duplex depuis la Suisse, salut Christine Gonzalez. Salut tout le monde, ce soir je pars à la rencontre de Johnny Hallyday, décédé il y a 3 ans. Alors vous verrez, il a changé Jojo, il parle vraiment beaucoup mieux. Je ne pouvais pas parler comme ça, je ne pouvais pas dire je. J'ai appris à parler plus bas, plus grave qu'avant. Ça promet, voilà. Ça promet. Thomas Croisière, bonjour. On m'a trop donné bien avant l'envie. J'ai oublié les rêves et les merci, Charlie. Ça et Patrick Sébastien, c'est déjà trop. Alfred et Gaston ont-ils versé une petite larme en regardant le film que vous nous proposez de revoir aujourd'hui, Un monde parfait, le film de Clint Eastwood, où devant comme derrière la caméra, on découvre un Clint Eastwood fin, délicat et sensible. Il vous est jamais arrivé de tomber sur un mec qu'il fallait pas faire chier? C'est moi. Ah, d'accord, monsieur, d'accord. Bonjour Alex Vizorek. Et c'était moi aussi. Bonjour Charline Vanhoenacker. Eh bien, je vous présente le reste de l'équipe. Les cinémas resteront fermés. Ouais. Ils pensent donc à se reconvertir en prêtres. Méfiez-vous d'espèces hostiles. Pour comprendre ces prêches, Hippolyte Girardot, bonjour. Je vais parler de tout ça exactement. Eh ben, vous voyez, si je résume votre chronique, on va gagner un temps considérable. Exactement. Au revoir. Ce matin, il est arrivé comme un fou en me disant Alex, t'as vu, section d'assaut va se reformer. Je suis hyper content pour Gims et Black M. Mais moi aussi, je suis content pour vous, Chewbacca. Bah c'est super, Alex. Je sens que je vous informe. Bah carrément. Parce que nous, on va causer quand même de l'Emmy Killmister. Et ben voilà, elle n'est pas, je crois, dans section d'assaut. Non. Et on terminera en musique avec celui que ses fans appellent le Carlos Santana de Maison Alfort. C'est Frédéric Fromet. Ajoutez à cela un journal en présentiel, des exercices, une kyrielle, un dessin spirituel. Vous obtenez malheureusement une émission non essentielle. Ouais, mais avec une autorisation de placement professionnel. Ah ouais, réponds à ça, Jean Castex. France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek. Par Jupidémie. On peut faire une émission théâtrale, comme ça compensera peut-être un tout petit peu. Hein, parce que souvent, on parle comme ça, on exagère, on surjoue. Donc Non, on surjoue non, pas. Non, vous c'est vrai. surjouez peut-être, mais on est juste. C'est vrai. Mais vu la teneur des annonces faites hier soir et vu l'état dans lequel se sont réveillés les acteurs culturels ce matin, on embrasse Constance aussi, on est très inquiets. Je vais laisser faire un acteur, l'acteur de la bande, Hippolyte Girardot. Salut. Salut Hippo. Salut. Ça va? Ouais. Bien, c'est parti. J'ai fait un rêve. J'ai fait un drôle de rêve. J'ai emmené pour la première fois mon petit-fils Jazz au cinéma le 15 décembre 2025 pour ses 5 ans. Et c'était le jour où enfin toutes les salles de spectacle ouvraient à nouveau. Ah oui, non seulement les cinémas, mais les théâtres, les cirques, les musées, tout ce qu'on aime. Voilà. La Covid-24 continuait de circuler, mais après que le prix Nobel eut été attribué au supercalculateur chinois Étoile Rouge pour ses études montrant le bien fondé du respect des gestes barrières, des masques et des jauges dans les lieux de spectacle pour éviter la contamination, ce qui, entre parenthèses, des Français saltimbanques avaient prouvé dès 2020, oui, bon. Eh bien, le feu vert avait été donné enfin pour que le spectacle avec du public reprenne ses droits. Évidemment, pour Jazz, c'était un grand jour, car même s'il avait vu des films sur un écran à la maison, ou encore grâce à la puce Magic Blanquer insérée dans son petit poignet qui lui permettait de suivre ses cours directement dans son cerveau, il n'avait jamais su ce qu'était vraiment le cinéma. Et ne cessait de me demander alors, papa, comment c'était le cinéma ? Comment te raconter ça, Jazz? Oh, Jazz, mon vieux. Alors, écoute, imagine une salle comme voilà, un supermarché. Voilà, tu vois un supermarché, comme celui qui est en bas de chez toi, voilà, oui, grand comme ça, très grand, mais sans les étagères, où il y a les céréales d'insectes, les saloperies sous plastique, les lessives qui polluent et les bonbons qui pourrissent le ventre, tu vois, juste la salle du supermarché, toute vide. Et au lieu que les gens soient debout, ils sont assis. Et assis dans des fauteuils. Et ce qui est marrant, le truc, c'est que tous les fauteuils sont tournés du même côté. Tu vois, ils regardent du même côté, pas en face l'un de l'autre comme chez toi. Non, tous tournés vers le grand mur du fond. Pourquoi ? Eh ben voilà, parce que au fond, sur ce grand mur blanc, écoute bien, c'est ça l'idée. Là, tu vois le film. Comment ça, t'es déçu parce que c'est juste un film comme sur ta tablette ? Non,
Non, justement, c'est pas juste un film. C'est un film au cinéma. Hein, c'est dingue ce que je peux m'énerver dans les rêves, moi. et un film au cinéma, c'est comment te dire, c'est pas un film. Non, c'est un film au cinéma. Voilà. Tout devient noir, les lumières s'éteignent, tu entends les gens qui vont chut. Et puis devant toi, devant tes yeux, ça commence. Tu vois la Terre depuis les étoiles, des grosses lettres qui tournent autour, ça brille, c'est écrit en très grosses lettres, et ce que tu vas voir est universel, c'est un langage sans mots, et c'est magique. Un visage 1000 fois plus grand que le tien se met à parler. Oublie les choses que je t'ai dites, Paul. Fais comme si je n'avais rien dit. Voilà, c'est incroyable. T'es subjugué par ses yeux, cette bouche, et tout ça bouge, et derrière ce visage, ça bouge aussi. On voit une ville, une forêt, on voit même d'autres gens qui parlent, et qui bouge. Et c'est comme si tu sautais dans ce que tu voyais, tellement c'est grand comme la mer, c'est grand comme l'océan, tellement c'est le monde qu'il y a devant tes yeux, voilà. Comment te dire, c'est ça le cinéma. Mais non, je pleure pas mon petit nain. Mais je pleure pas, non, pas du tout, j'ai marché sur un oignon oublié du supermarché. Et là, je me suis réveillé, dans mon oreiller tout mouillé. Et j'ai compris pourquoi je pleurais, pas à cause de l'oignon qui est tombé du supermarché. Non, parce que j'ai vu sur mon téléphone que la réouverture des lieux de culture resterait fermée jusqu'en janvier 21. C'est fou, hein. Ben oui, c'est fou. C'est fou quand on pense que les églises, elles sont ouvertes et puis toujours pas les cinémas. Eh ben justement, très bonne idée, très bonne initiative des professionnels du cinéma qui ont décidé d'investir les lieux de culte, en tout cas une église, l'église Saint-Bernard, pour faire une projection d'un film mercredi 16 avec une jauge limitée, gestes barrières et des masques obligatoires et projeter donc le fantôme de la liberté de Louise Buñuel. Voilà. Ah, Hippolyte Girardot. C'est une initiative tout à fait merveilleuse et pend dans la tronche. Bon, c'est pas la religieuse de Jacques Rivette, donc on peut y aller. On peut y aller. Dans l'église. Et d'ici là, il faut prier pour que ça marche, effectivement. Très bien. Merci, Hippolyte Girardot. Dites, le cinéma, finalement, est-ce que c'était pas trop grand ? Non, d'accord. Non, Charline, là, ça va pas passer. Là, ça va pas du tout passer. Hein. Merci, Hippolyte Girardot. Mais alors, donc c'est la jauge de. Il y aura un public de 50 personnes. La jauge oui, ça sera des églises, c'est 50. Si ça se trouve, ça peut devenir aussi prosélyte que l'a été l'Église catholique. C'est-à-dire que si ça se trouve, il y a beaucoup d'églises qui vont décider de passer des films. On ne sait pas. On lance un truc comme ça. Église Saint-Bernard. Donc il y a la moitié du film. Il y a Debré qui arrive avec une hache pour expulser les gens. C'est pas ça. Ok. C'est fini, oui, alors passons à la musique. Oui, oui, j'allais faire un édito. Vous rigolez toujours de tout, vous. Ouais. C'est ça qui énerve les gens.
I Feel a Huge Coming On, c'est Nick Waterhouse sur France Inter, une programmation musicale de Chewbacca, bien sûr, qui est présent avec nous aujourd'hui. Alex Vizorek, nous avons un journal d'information pour informer la France. Ça va informer. Je sais à quel point le secteur culturel s'était préparé, que tout était prêt pour que les rideaux se lèvent et les écrans s'illuminent. Les conditions posées pour leur réouverture ne sont hélas pas réunies. Le journal de presque 17h17. Oh bah vous parlez d'un cadeau. Oui, Noël, quand même. Et bon réveillon. Et on commence par les titres. Hier, le gouvernement a annoncé l'instauration d'un couvre-feu de 20h à 6h du matin à partir du 15 décembre et qui sera également d'application le soir du réveillon. Ça, on s'en fout, faut pas le préciser. Ça. Pourquoi? Qui est déjà rentré chez lui avant 6h du matin le premier de l'an? Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Allez. Joe Biden et Kamala Harris ont été élus personnalités de l'année 2020 par le Time. Donald Trump a immédiatement demandé à recompter les votes des journalistes présents lors de la conférence de rédaction. Et les brèves? Et oui, Charline, les brèves ont été élus produits culturels de l'année par Brève Magazine. C'est déjà ça. Ouais, magazine de niche. Oui. Ouais. Moi, le rédac chef. Ouais. Commençons par... Et le seul abonné. Et essentiellement. Oh, j'ai une partie de la famille. Commençons par les artistes. Oui, pour Roselyne Bachelot, rouvrir cinéma, théâtre et musée le 15 décembre aurait assassiné la culture. Voilà, et donc à la place, elle a préféré opter pour l'euthanasie. Disons qu'elle ne voulait pas être coupable d'un crime. Oui, donc elle sera jugée pour non-assistance à personne en danger. Jean Castex, de son côté, a justifié la levée du couvre-feu le 24 décembre par le fait que Noël occupe une place à part dans nos vies et nos traditions. Et oui, nos traditions laïques avec des crèches laïques, des messes de minuit laïques, et bien évidemment, c'est comme ça, c'est la France. Il y a un petit Jésus laïque aussi. Petit Jésus laïque, oui. On peut continuer longtemps comme ça. Et le Premier ministre a bien rappelé la règle qu'il avait édictée il y a une semaine pour le repas de Noël, pas plus de 6 adultes à table. Et là, mon petit truc de service public, sachant que pour les enterrements, on a droit à 30 personnes. Organiser le décès du membre le moins aimé de la famille dans les 4-5 jours qui précèdent Noël. Merci pour ce message sanitaire. Télévision, le commentateur sportif Stéphane Guy a été mis à pied par Canal+ après avoir dit ceci. Juste peut-être pour saluer l'ami Sébastien Toen, qui n'a peut-être pas eu la sortie qu'il aurait mérité. On lui souhaite bon vent. Et comme le disait Coluche, l'un des pères fondateurs de notre belle chaîne Canal, Habib, il faut se méfier des comiques parce que quelquefois, ils disent des choses pour plaisanter. Voilà, et je trouve que ça commence vraiment à bien faire cette censure. Alors je vais vous dire franchement, je vais les prendre bien en main, je vais vous dire ce que je pense moi de Canal. Ah ouais? Ouais. Et voilà. Et ça, je peux vous dire que l'ont bien, c'est vraiment pris. Très très courageux, Alex. Je suis comme ça. Je suis un humoriste engagé, Charline. Pas sûr qu'il vous rappelle sur la chaîne. Non, jamais appelé vraiment. Allez, sécurité routière. Une nouvelle campagne de communication de sécurité routière a été lancée ce vendredi à l'approche des fêtes. Et je sais pas, Hippolyte Girardot, si vous êtes au courant de qui a réalisé cette campagne de prévention pour la sécurité routière, c'est Arnaud Desplechin. Non. Quand le cinéma d'auteur se met au service du quotidien. Stéphanie, j'en peux plus de cette soirée. Je n'ai jamais aimé tes amis. Viens, on rentre. Bernard, je te trompe avec Alain, le frère de Pascal avec qui tu étais en Normal Sup. Monte dans la voiture, Stéphanie. Nous en parlerons en roulant. Et mets ta ceinture de sécurité. Bernard, je te quitte. Notre relation mortifère et déliquescente m'étouffe. C'est un sens interdit, nous ne pouvons l'emprunter. Mais tu pars seule dans la nuit froide et humide. Adieu. Dans ce cas, Stéphanie, je vais prendre une décision forte. Rentrer seule en voiture. Mais je ne dépasserai pas la limitation de vitesse. Bernard, encore une dernière chose au nom de notre amour, Bernard. Fais-moi des brèves. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'il a ça a été coupé au mauvais endroit. C'est pas Arnaud, j'ai reconnu. Mais c'est vraiment lui qui le fait. Vous pouvez aller voir les vidéos, oui, tout à fait. Deux brèves quand même. À Clermont-Ferrand, Grégory nous annonce qu'il mène une double vie. Croque-mort le jour et Père Noël pendant les fêtes. Il y a une cohérence, c'est que dans les deux boulots, ça sent le sapin. Et la dernière ? Et la dernière, c'est en Belgique. 10 mois de prison pour un voleur de cyclomoteur qui avait lui-même signalé le vol à la police. Sorte de Jonathan Daval de la petite délinquance. Merci Alex Vizorek. Et pour prolonger ce moment avec vous, je signale à nos auditeurs que la toute dernière de votre spectacle sera diffusée ce soir sur France 5 à 22h30. Pardon, Alex Vizorek est une œuvre d'art. Après une semaine de télétravail, détendez-vous devant un excellent téléspectacle. C'est sur quelle chaîne ?
France 5. À quelle heure c'est 22h35. Oui, il me semble. Oui. Faut que les gens bien... Pour ceux qui n'auraient pas vu, hein, parce que ça fait 10 ans quand même. Ouais, c'était la dernière, c'est la dernière à Bruxelles. Il n'y avait que 1600 personnes dans la salle, les uns à côté des autres et sans masque. Je crois que ça fait 10 ans qu'on dit que ça fait 10 ans. Ça fait 20 ans maintenant. C'est 10 ans que c'est la dernière, non? Ah oui, c'est ça. Et donc, effectivement, il y a un débouché pour les cinéastes, c'est-à-dire c'est les messages préventifs pour la sécurité routière. Ah, bah. Vous voyez tout en noir, Hippolyte Girardot. Oui, c'est vrai. Je suis Mais comme bien ça. sûr, enfin, il faut savoir. Vous êtes des créatifs, oui ou non? Faut rebondir. Faut chevaucher le tigre, hein, mon gars. Alors, Juliette Arnaud, vous avez gardé Roux toute la semaine sur vos genoux. Et Roux, c'est un chat noir, un poil aventureux, imaginé par Maurice Genevoix, le poilu du Panthéon. Suite et fin de l'histoire, maintenant. Alors d'abord, on va aller en janvier 1976 sur le plateau de l'émission du Grand Échiquier. Il y a Maurice Genevoix, qui est un vieux monsieur alors, et qui se trouve face à Georges Brassens. Aïe, la boulette, la mouche dans le lait, la charisse des techniques. C'est que Jojo Brassens a écrit quelques années avant une chanson bien connue de tous les antimilitaristes, un texte provocant, drôle, aigu, qui commence ainsi: « Mourir pour des idées, l'idée est excellente. Moi, j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eue, car tous ceux qui l'avaient, multitude accablante, en hurlant à la mort, me sont tombés dessus. » Bref, mourir pour des idées, d'accord, mais de mort lente, c'est-à-dire en flânant en chemin. Brassens explique à Maurice Genevoix de sa douce voix comment l'idée de cette chanson lui est venue. L'idée m'est venue, j'ai dit oui, dans une émission, je crois, j'ai dit je veux bien mourir pour une cause, pour une idée, mais j'aimerais mieux que ce fût de mort lente. Et puis là, alors c'est parti, c'est ça, voilà. Tout ça. Maurice Genevoix écoute attentivement, redit ce qu'il a déjà dit ou écrit sur son expérience de soldat, ses camarades dont les vies furent fauchées sous ses yeux, l'horreur sans cesse recommencer, et son désir de faire vivre encore leurs fantômes par l'écriture, et puis cette phrase tout à coup qui m'a saisi. C'est une expérience malheureusement incommunicable, mais c'est dans une certaine mesure dommage, parce que si elle était communicable, eh bien, nous mourrions tous de mort lente, si j'ose dire. En 1976, Genevoix a écrit il y a bien longtemps ses romans témoignages, ceux de 14 notamment, et là, à 86 ans, 4 ans avant de mourir, il semble prendre acte de son impuissance de témoin, justement, d'écrivain. C'est incommunicable. Et c'est terrible. Le sourire triste de Brassens qui l'écoute le dit suffisamment. En 2020, j'ai une hypothèse sans doute ridicule, mais tant pis, je me lance avec la foi du charbonnier. Il y a dans Roux, le roman, des pages qui dézinguent la fatalité de l'expérience trop atroce pour être communiquée. Ces pages où Roux, répondant à l'appel de la forêt, abandonnant la vieille et aimante Clémence et la chaude maison du docteur par une nuit glaciale de novembre, s'est fait la belle. La voilà, la belle liberté, mais aussi la faim, le froid, la solitude. Roux apprend à marche forcée la vie sauvage et il rencontre un renard, un quasi-frère. Quasi seulement, le renard, lui, se méfie des hommes depuis toujours, c'est une question de survie. Roux, désorienté, entreprend de suivre le renard. Sur le chemin, l'odeur d'un animal mort. Le renard n'y va pas et disparaît dans un fourré. Mais Roux a trop faim, il s'approche, ne se méfie pas de l'odeur humaine dans l'odeur de l'animal. Et ce sont les mâchoires d'un piège à renard qui se referment sur lui. Je cite Genevoix. Roux se courbe un peu sur le piège, se rejette en arrière et tire sur sa patte prisonnière. La douleur est la même, aussi cruellement aiguë, et pourtant il tire davantage et recommence à tirer sur sa patte. Vous voyez le film 127 heures ? Ouais, c'est pire. Roux va faire comme le héros du film, et de la vraie vie d'ailleurs. Roux va se mutiler pour se libérer. Maurice Genevoix, lui aussi, en 1915, s'est trouvé mutilé. La main gauche a jamais bousillé. Mais revenons à Roux. Son enfer ne fait que commencer. Le chapitre suivant s'intitule « Le chat fou » et commence ainsi. Depuis bien des semaines, les paysans ont vu rôder sur le halage un chat hirsute et noir, si maigre qu'on pourrait croire un fantôme issu de la terre, un chat crevé qui marche dans le jour. Qui pourra aimer encore Roux quand il n'est plus joli et vaillant ? Qui peut encore aimer un chat fou et crevé qui marche dans le jour, un objet de répulsion, comme une gueule cassée qui revient des tranchées ? Qui ? La vieille Clémence aux yeux clairs, bien sûr. Mais cet amour-là sera-t-il suffisant pour ne pas mourir ? Maintenant, c'est à vous de voir. Merci, bisous, merci. Juliette Arnaud, merci beaucoup. Juliette, j'ai l'impression que c'est le hasard qui vous a mis dans les mains cet ouvrage. Oui, alors sauf que le hasard a pour patronyme Frédéric Fromet.
qui a trouvé ce livre dans le lieu dans lequel... Ouais. Il y a une très grande bibliothèque dans le lieu dans lequel nous sommes, car nous sommes hors les murs de Radio France. Et puis Frédéric Fromet, il se balade, puis il met la main sur Et il a vu ce livre avec ce petit chat, et Charline a dit « Oh, mais c'est le beau-père de Bernard Maris !» Voilà, donc Frédéric Fromet plus Charline Vanhoenacker, et boum, roux. Et voilà comment un livre atterrit dans les mains. Merci beaucoup Juliette. Et puis vous pourrez rappeler la maison d'édition aussi. La Petite Vermillon. Ouais, qui réédite, outre le livre de poche, bien sûr. Il y a aussi une discothèque. Et moi, je suis tombé sur un très bon disque de Frédéric François. Je l'ai passé à Joubaka, qui n'en a rien fait, lui. Alors, ça, par contre... Après, ça s'argumente. Oui, mais on est une équipe ou on n'est pas une équipe, quoi. Après, voilà, on a dit à Juliette, quand même, Maurice Genevoix, c'était un grand amoureux des animaux. Pour l'époque, c'était pas forcément évident. On avait bien reçu Frédéric François. Et oui. Et bon, après, Frédéric François n'est pas encore rentré au Panthéon. Voilà, et c'est pas de ma faute. Mais voilà, voilà, le plus tard possible, on lui souhaite. Bientôt, Alex, bientôt. Voilà. Et en effet, France Inter nous autorise à déconfiner une fois par semaine notre programmateur musical pour qu'il prenne l'air. Il est donc autorisé à venir nous voir. Oui, ça c'est chouette. Parce que... c'est chouette pour tout le monde, oui. Joubaka, c'est à vous. Bah oui, c'est à moi. Alors parlons peu, parlons bien, Alex, justement. Mais parlons musique, et pas de Frédéric François. Parce que là, c'est un anniversaire. Et c'est un anniversaire qui vaut le coup. Parce qu'il y a 5 ans, le créateur du groupe Motorhead, Lemmy Kilmister, passait l'arme à gauche. Alors vous savez, ce gars-là passait a une influence majeure en fait sur le rock'n'roll et le métal. Et ça va durer quand même un petit moment. Et Lemmy Kilmister, c'était le rock incarné, porteur d'ampli pour Jimi Hendrix pendant des années, jusqu'à devenir lui-même, en fait, une icône, un musicien culte. C'est le rock incarné aussi, parce que chez lui, tout sort de la normalité. Je vais vous parler aujourd'hui du premier album du groupe, qui s'appelle On Parole, mais qui finira, et ça c'est la normalité de Motorhead, par être le 4e de leur discographie. Parce qu'il ne va pas sortir du tout au moment où ça doit. Alors, je m'explique. On est en 75. Lemmy fait partie d'un autre groupe qui s'appelle Hawkwind. Ils sont en tournée aux USA et au Canada. Et là, contrôle des douanes. Bon, les poches de Lemmy ne sont pas vides. La police montée le fout au trou. Et ce petit problème de justice va permettre aux membres de Hawkwind de virer Lemmy. Donc, il rentre en Angleterre et dès qu'il met le pied sur l'île de la perfide Albion, il en profite pour aller récupérer, ou dire aller voler, le matériel que son ancien groupe avait laissé dans un lieu de stockage. 2 semaines plus tard, après son arrivée, il monte le groupe qu'on va connaître sous le nom de Motorhead. Enfin bon, au départ, c'est pas comme ça qu'il voulait l'appeler. Il voulait l'appeler Bastard, les enfoirés. Mais son manager de l'époque lui dit qu'avec ce nom, ça va pas être évident côté promo. Alors lui, il reprend un titre d'une chanson qu'il a déjà écrite quelques mois auparavant, et il l'appelle Motorhead. Motorhead, en argot, ça se définit un accro à la cam. Moi, je pense que le manager était bon, là. Donc, 5 mois après les prisons canadiennes, Motorhead donne son premier concert et sa première interview. Et il dit aux journalistes, ce sera le groupe de rock le plus crade du monde, et si on s'installe à côté de chez toi, ta pelouse va en crever. Et à propos de la bande à Lemmy, toute la presse anglaise lui dit quand même que c'est le meilleur, plus mauvais groupe du monde. Bon, alors là, il y a des gens qui auraient laissé tomber, qui seraient mis à l'ombre. Mais lui, Lemmy, il réussit un truc incroyable, c'est signer un contrat avec le label United Artists. Donc voilà, ils sont partis à 3, c'est un trio, dans un studio à 300 bornes de Londres, ce qui n'empêche pas d'avoir une consommation de speed qui restera légendaire jusqu'à sa mort, donc il part les poches pleines. Et un de ces musiciens, qui s'appelle Lucas Fox, essaye de tenir le rythme de sniff de Lemmy. Ça, c'est l'exemple à pas suivre du tout, quoi. Parce que le Fox en question, il finit par s'écrouler sur la table de mixage, il la pète en deux, il y a le feu, exit. Donc Lemmy se dit, je vais chercher un autre batteur. Et alors il va chercher Phil Taylor, qui est un copain à lui. Et il lui dit, Phil, ce serait sympa que tu chantes. Mais dans ses mémoires, Lemmy écrit, bon, ça n'a pas marché. On avait l'impression d'avoir 2 chats que l'on essayait d'agrafer l'un à l'autre. Bref, ils finissent quand même par boucler cet album. Et le label refuse de le sortir. Ils leur disent non, on a des directions artistiques un peu différentes. Et donc il faudra attendre 4 ans pour que ce disque, Homme Parole, qui veut dire liberté surveillée, se retrouve dans les bacs au moment, ça c'est bizarre, où Motorhead connaît ses premiers vrais succès. Alors oui, Homme Parole est un disque où le style du groupe se recherche, c'est vrai. Mais on joue quand même à très très grande vitesse. Et Lemmy, il impose son style à la basse. C'est-à-dire, il joue de la basse comme une guitare rythmique. Il joue pas des lignes, lui. Il fait du boucan, quoi. C'est une guitare rythmique bourdonnante. Et on entend ici un rock'n'roll de très très bonne alloi. C'est un brin de punk avant l'heure, du blues façon TGV et des riffs bien lourds.
Alors c'est parti pour un décrassage d'oreilles. Pour ceux qui sont en bagnole, vous ouvrez la vitre là tout de suite quoi. Et on écoute la première version de la chanson qui donnera son nom au groupe. Si vous avez bien suivi, c'est Motorhead. Ça marche. Et voilà, on parole, Motorhead par Motorhead. Donc l'album vient de sortir avec des prises alternatives que je conseille absolument à tout le monde, à Laurence Bloch, qui doit se retourner. Et ça décoiffe, hein, donc et oui. voilà, et il y a un super petit livret avec et tout ça. Ça vient de ressortir et c'est chez votre disquaire qui, eux, ont réouvert. Ouais, merci Chewbacca. C'est vrai que pour parler de ça, il vaut mieux avoir une voix comme la vôtre. Non, il faut ouvrir les caisses de la bagnole. Non, mais parce que si je fais oui, bien sûr, Motorhead, non, c'est bon, 1975, c'est moins crédible, voilà. Bien sûr. Mais on salue Laura Adler quand même. Je l'ai pas en 78, celui-là. C'est vrai que ça fait longtemps qu'elle les a pas reçus, Motorhead, Laura Adler. Dites Alex, au lieu de faire des blagues, Oui, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, maintenant, il est temps de retrouver la Suissesse, Christine Gonzalez, qui se trouve en ce moment même à l'église de la Madeleine, puisqu'on y célèbre les 3 ans de la mort de Johnny Hallyday. L'église parisienne célèbre régulièrement des messes spéciales dédiées à l'idole des jeunes, avec de très nombreux fans venus de toute la France. Oui, bonsoir les amis, je suis à la messe anniversaire de la mort de Johnny Hallyday. 3 ans déjà que les funérailles du taulier ont été célébrées ici, à l'église de la Madeleine, à Paris. À mes côtés pour observer cette messe souvenir, qui d'autre que Johnny lui-même. Salut les copains. Ça vous plaît de vous retrouver à la messe? Vous êtes à l'aise avec cette idée? Je dirais le cul entre deux chaises. Le Seigneur soit avec vous. Ah, ça commence. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Bah dis donc, ça rigole pas. Hein.
Mais c'est pas du tout les paroles, ça, Johnny. C'est quoi les vraies paroles normalement? Oh, je sais pas, j'ai pas... Comment ça, vous savez pas? C'est votre chanson quand même. Quand j'ai besoin de réapprendre une chanson que j'ai pas chantée depuis longtemps, je vais sur YouTube pour écouter la chanson pour m'en rappeler. Que vos chansons soient transformées en étranges cantiques, ça vous dérange pas trop? Et c'est très émouvant. Ouais, mais le rock'n'roll à la base, c'est pas censé renverser la morale chrétienne? Non, oui, bon, écoutez, bon, vous savez, je sais pas, qu'est-ce que je vous dise Et nous allons tous dans la paix et la joie du Christ en chantant. Toujours les mêmes chansons, n'empêche. C'est-à-dire que j'en ai chanté tellement de chansons que, au bout d'un moment, bon, on est... Oui, on est gavé. Bah oui, en général, c'est que je t'aime. Que je t'aime dans une église, quand même, hein, c'est une chanson de cul. Quand tu ne te sens plus chatte et que tu deviens chienne, excusez-moi Johnny, c'est une insulte animalière visant à diminuer et à hypersexualiser la femme. J'aimerais vous y rendre attentif quand même. Oui, bien sûr. Je me demande par quoi ils ont remplacé ce passage, tiens. Quand l'ange entre chez toi, te dit réjouis-toi, vois tu enfanteras le Christ, le roi des rois. Ah oui, là le curé il a bien changé les paroles. Hein. Ouais. Pour la vie, qu'il m'advienne comme tu dis, let it be, oh Marie, que Ouh là là, ça déraille là, hein. Aïe. Oui, c'est vrai. Ils sont émus quand même. Mais c'est encore frais comme blessure. Ça fait que 3 ans que vous êtes mort, ça passe vite. Enfin, moi, j'étais dans le coma, alors je me suis pas rendu compte de grand-chose, pour dire la vérité. Vous vous souvenez de rien? C'est comme un trou noir, quoi. Et maintenant, ça va? Ça va, je suis en pleine forme, alors tout va bien. Bon, super. Vous êtes installé confortablement là-haut? Je voulais acheter un chalet. Ah oui? Je voulais avoir un chalet de 300 ou 400 mètres carrés. Et? Je peux pas, je suis pas rentier. Ah oui, c'est que votre héritage vous a ruiné. Oui, à peu près, oui. Et Laetitia, elle voulait pas vous laisser un petit peu d'argent pour un chalet dans l'au-delà? Elle a refusé. oui, le Seigneur est bon berger, rien ne saurait me manquer. Merci Johnny, à bientôt. Merci à vous. Oui. Et merci Christine Gonzalez. Dites-moi, donc c'est à partir de 2 archives de la RTS que vous avez fait cette liaison avec l'au-delà? Oui, c'est effectivement Johnny Hallyday qui était dans l'émission Pardonnez-moi en 2012, et puis les extraits de la messe Souvenir à la Madeleine, je l'ai piqué dans une émission qui s'appelle Haute Fréquence. Sur la première, c'est une émission sur les religions. Eh bien, il y a des mines d'or à la RTS. Johnny qui aimait beaucoup la Suisse, me semble-t-il. Bah oui, c'est le chalet. Il aimait beaucoup Gstaad. Oui. Ouais, il aimait bien la fiscalité. Fou de fiscalité. La fiscalité Fou de douce. fiscalité. Merci Christine Gonzalez, et merci à la technique, à Frédéric Collère au studio de la RTS à Lausanne. Restez avec nous, hein, Christine. Vous êtes en direct en duplex avec nous, bien sûr, et avec l'au-delà. Nous allons un petit peu faire travailler nos méninges tout de suite, Alex. Oui, avec le premier exercice. Premier exercice, les salles de cinéma resteront fermées jusqu'au moins le 7 janvier. Coup dur pour les films français qui doivent repousser leur sortie. D'autant qu'il y a plein de scénarios qui attendent d'être tournés. Parmi les histoires suivantes, repère celles qui sont des scénarios de films français. A. Mais c'est pas vrai, c'est moche. Pneu de bagnole tueur en série. B. Une ministre de la Culture qui trouve dans son bureau une cape d'invincibilité. C. Une soirée où se retrouvent 3 femmes liées par une amitié qui vieillit mal pour fêter l'enterrement de vie de jeune fille d'une 4e amie qui est en retard. Ah oui, ok, bon, peut-être ma voisine a une idée. Hein? Ah non, c'est peut-être un pitch de film qu'il faudrait penser à revoir. D. Alex Vizorek est une œuvre d'art. Mais c'est pas un film, Alex. Non, c'est pas un film, mais ça passe ce soir à 22h35 sur France 5, puisque vous m'en parliez. Oh là 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 là. Les humoristes, c'est relou avec leur auto-promo. Là, c'est pas fait exprès, c'est pas... Allez, exercice. Autre exercice. Brice Hortefeux a été mis en examen hier dans l'affaire du financement libyen. Encore? Ça fait beaucoup pour les hommes forts de Nicolas Sarkozy. Alors, petit exercice d'actualité. Retrouve dans l'entourage de Nicolas Sarkozy celui qui n'est pas mis en examen. Petit A, son chien. Petit B, son dealer. Petit C, doc gynéco. C'est le même. Hein. Petit D, son mari. Petit E, son mari. Petit F, son fils. Petit G, son fils. Petit I, son fils. Petit J, son fils. Petit K, son kid. Petit L, son kid. Petit M, son mari. Petit N, son mari. Petit O, son oncle. Petit P, son père. Petit R, son père. Petit Q, son père. Petit R, son père. Petit S, son père. Petit T, son père. Petit U, son père. Petit V, 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 son père. Petit U, son père
Hein? B et C, c'est la même personne. Ah, peut-être, oui, c'est vrai. Autre chose. Autre chose. Édouard Balladur, petit C, voilà. Et petit D... attendez, parce que Vous n'avez petit pas D... écrit l'exercice. C'est bien beau de se foutre de ma gueule parce que je mets de la promo, mais au moins il y a... Non, mais c'est pas que j'ai pas écrit lectrice, mais enfin, allez-y pour trouver des gens de son entourage qui n'ont pas de problème avec la justice, vous. Ah non, ok, alors petit D, son porte-savon. Allez, hop, Ça, c'est une bonne tentative. c'est bon, allez à vous. Deuxième exercice est officiel et c'est bien triste. La chaîne Téléfoot met la clé sous la porte et ce, 4 mois seulement après son lancement, ce qui est très court. Mais qu'est-ce qui a une durée de vie de 4 mois? A. François Bayrou au ministère de la Justice. B. Un humoriste transgressif dans le groupe Canal+. C. Une abeille dans un champ de betteraves. D. Les relations sentimentales d'Alex. Mais c'est pas parce qu'on bosse dans un Google Doc que vous devez toujours changer les réponses comme ça. Hein. Oui, bah c'est amusant. Voilà. C'est amusant, ça fait rire peu de gens, essentiellement vous. D'accord, mais très bien, écoutez. C'est déjà un début. Oui, voilà, allez. Vous voulez écouter Gaëtan Roussel? Dites oui, parce que sinon je suis un peu emmerdée. Oui, voilà, bah voilà. Tu ne savais pas que tu naîtrais un jour avec une face, un profil, sur un continent, sur une île. C'était comme ça la nuit, c'était comme ça le jour. Tu ne savais pas que tu naîtrais un jour. Tu ne savais pas que tu marcherais un jour, salaud dans une file, dans les rues sur un fil. C'était comme ça la nuit, c'était comme ça le jour. Tu ne savais pas que tu marcherais un jour. Tu ne savais pas que tu aimerais un jour à en perdre le sommeil, à lui souffler des merveilles. C'était comme ça la nuit, c'était comme ça le jour. Tu ne savais pas que tu aimerais un jour. Tu ne savais pas que tu partirais un jour sans regarder demain, sans un petit geste de la main. C'était comme ça la nuit, c'était comme ça le jour. Tu ne savais pas que tu partirais un jour. Tu ne savais pas que tu pleurerais un jour, la tête sur son épaule, l'épaule d'attraction folle. C'était comme ça la nuit, c'était comme ça le jour. Tu ne savais pas que tu pleurerais un jour. Tu ne savais pas que tu rirais un jour sur la photo, sur une île, à la campagne, à la ville. C'était comme ça la nuit, c'était comme ça le jour. Tu ne savais pas que tu rirais un jour. Tu ne savais pas que tu courirais un jour. C'est vrai, le temps passe, elle est fou, cette faute d'orthographe. C'était comme ça la nuit, c'était comme ça le jour. Tu ne savais pas que tu courirais un jour. Tu ne savais pas que tu mourrais un jour. Plus d'esprit, plus de corps. Tu n'avais ni raison ni tort. C'était comme ça la nuit, c'était comme ça le jour. Tu ne savais pas que tu mourrais un jour. Gaëtan Roussel, tu ne savais pas, nous dit-il, sur France Inter. Vous écoutez Par Jupiter à tendance jupidémique. Qu'est-ce qu'on ferait bien maintenant? Qu'est-ce qui vous dirait?
Eh bien, écoutez... Ah bah c'est vous, Juliette, qui prenez la main alors. Oui, je prends la main parce que lundi, Charline, vous nous avez régalé d'une théorie fumeuse sur le vin chaud qui serait l'équivalent de l'eau en termes de teneur en alcool. Oh, oui. Nous avons bien ri. Sauf que Charline n'est pas la seule Belge de cette émission. Voici la suite de cette conversation, c'est le making-of. C'est pas fini alors. Ok. Ouais, et puis surtout le vin chaud, c'est avec du vin rouge, quoi. Je sais pas si ça apporte rien, mais... Ça marche avec les deux. Ah ouais? Ah oui, dans les marchés de Noël, t'as des vins chauds blancs. Il y a des vins chauds blancs? Ah oui. Oh, dégueulasse. Le seul truc que j'ai pas vu chauffer, c'est le rosé. Mais les deux autres, oui. Ah, le vin... vraiment, ça existe, le vin chaud blanc? T'as jamais vu non plus? Bah, Si, avec de la cannelle, ça marche. Enfin, ça marche, j'ai pas dit que c'est bon. Enfin, c'est du vin chaud, quoi. j'ai jamais vu ça de ma vie. Non, moi non plus. Je pense qu'il a... Jamais à la montagne, on m'a servi un vin blanc. Bah, dans des marchés de Noël, genre Strasbourg, quand on y a été, je suis presque certain qu'il y avait... Pétillant, bah non, si tu chauffes, il est plus pétillant. Ça dépend parce que s'il est chauffé dans la machine à soupe d'Alex, peut-être il reste pétillant. C'est une machine magique. Tu mettrais dans la machine à soupe que ça fonctionnerait. Il n'y a pas une option vin chaud. Mais l'autre, il fait de la soupe de vin chaud. Mais à mon avis, ça chauffe le... Bon, je propose. Mais une machine à soupe. Ouais, mais elle fait compote. Il y a une option compote. Il y a une option compote. Ouais, parce que la compote, c'est vrai que ça nécessite un robot. C'est tellement compliqué à faire. Bon, on va très vite passer à, par exemple, Thomas Croisière, parce qu'il fait des magnifiques... Non, il fait des magnifiques chroniques avec ses enfants. Alfred et Gaston. C'est mieux. Allez, on y va. Reconfiné avec mes deux évadés scolarisés, je leur propose parfois la séance de Thomas Croisière. Et hier, c'était... Un monde parfait de Clint Eastwood. Meilleur film de 1993 selon les cahiers du cinéma. C'est l'histoire de deux prisonniers qui s'évadent de prison. Ils cherchent une voiture. Ils sont pas d'accord pour le choix de la voiture. Bon, déjà, ça tourne mal. Il y en a un débile avec une chemise bleue, un autre avec une chemise rouge à carreaux. Pile poil comme je les aime. La chemise n'est pas à carreaux, mais à Butch. Moi, quand vous dites le nom Butch, ça me fait penser à Butch Cassidy et le Kid. Sauf que, en fait, Butch, c'est celui qui joue dans Danse avec les loups. On a chroniqué dessus. Je sais pas si vous vous en souvenez. Bien sûr qu'ils s'en souviennent. Kevin Costner hésita longtemps avant d'accepter ce rôle à contre-emploi car il connaissait le caractère d'Eastwood qui lui dit « Soit tu travailles dur et tu seras parfait, soit tu ne bosses pas assez et ce sera un désastre. » Au final, il lui lâchera, dans certains plans, tu m'as rappelé Steve McQueen. Alors, il pique une voiture, et là, ils entrent dans une maison. Alors, il brutalise la mère. Il y a le petit garçon qui vient, Philippe. Et il y a celui avec la chemise rouge qui dit « Passe-moi le pistolet, comme ça, il va tuer quelqu'un. » Je vous dis pas qui. Je sais même pas s'il tue quelqu'un. En tout cas, je vous laisse le suspense. Ah bah merci pour une fois. Et sur le chemin, ils prennent un otage, un petit garçon. Alors, ils prennent la route et tout. Pour une cavale à travers le Texas avec le petit Philippe, 8 ans. Et qui dit road trip dit station-service. Sur le chemin, il s'enfuit, le petit garçon de la voiture, il va dans des champs. Alors celui avec la chemise bleue aussi. Et celui avec la chemise rouge, Butch, il va dans les champs parce qu'il a remarqué qu'ils étaient dans les champs. Alors après, il tue celui à la chemise bleue, donc il n'est plus dans le film du tout. Ah ok, finalement on divulgage, d'accord. J'avoue, moi, au début du film, faites pas comme moi. Moi, j'avais très peur que ça nous arrive. Sauf qu'en fait, il y aura plus d'autres scènes violentes comme ça. Le monde n'est pas parfait dans ce film pudique sur les rapports père-fils. Butch voit en Philippe l'enfant insouciant qu'il n'a jamais pu être, et Philippe trouve en Butch le père qu'il n'a jamais connu. Après, ils s'en vont à un magasin de vêtements parce que il veut que le petit garçon s'habille parce qu'en fait, il était resté en pyjama et en slip. Et donc, ils volent un costume de Casper. Philippe, grâce à Butch, peut enfin faire ce que sa mère, témoin de Jéhovah, lui a toujours interdit, fêter Halloween. Et je trouvais que le petit était très sage. Enfin, à part voler des costumes de Casper et tuer un mec. Divulgation, oui. Bon, il fallait bien qu'il tue le père, symboliquement du moins. J'ai trouvé que la scène où il crève était triste et que j'ai trouvé que le tireur qui a achevé le voleur, c'était qu'un gros débile. De toutes les façons, il était bizarre ce plan d'ouverture avec cet homme allongé dans l'herbe à la dormeur du Val qui prendra tout son sens à la fin du film où on retrouve une vieille connaissance. C'est le bon dans le bon, la brute et le truand. Clint Eastwood, c'est le bon.
Clint n'était pas prévu au casting, mais Costner lui demanda de jouer le Texas Ranger Red Garnett, un impitoyable shérif dont les certitudes de loi et d'ordre seront ébranlées par le destin de Butch, cet homme à qui la société refuse la rédemption. Et ça m'a encore donné envie de me barrer en Alaska à la recherche d'un paire de cartes postales. Vu d'ailleurs, on est tous autochtones, humains de métier, c'est un monde parfait et... Vive le cinéma! De Thomas Croisière, Alfred et Gaston. Merci beaucoup Thomas, qu'on retrouve lundi. Je passe au dessin, car Emmanuel Macron a annoncé la construction d'un nouveau porte-avions plus long et plus large que le Charles de Gaulle. Inauguré en 2038, il faudra lui trouver un nom qui, comme de Gaulle, symbolise la puissance de la France. Alors dessine qui ou ce qui symbolise aujourd'hui la puissance de la France, même si on sait tous que c'est Ségolène Royal, mais ça c'est trop évident, ce serait tricher. Alors, tant qu'il y a de la musique, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de l'humour noir, il y a... De la guitare. Ouais. Voilà, ça rime, mais ça ne veut rien dire. Mais cela dit, la transition n'est pas complètement idiote, puisqu'il est là avec la sienne, Frédéric Fromet. Donnez du sens aux rimes, s'il vous plaît. De quoi allez-vous nous chanter? Alors, comme nous avons plus que jamais besoin de poésie, je voudrais rendre hommage à un certain Bob Dylan, ce grand artiste contestataire qui vient de se vendre à Universal pour 300 millions de dollars. Ouh, la bonne après-midi. Attendez, ma pince à linge. Ah, il est bon, l'humaniste anti-système, le chantre du social dans ses poèmes. Ah, il est beau, le défenseur des déclassés, des exclus et des minorités. J'entends déjà ces fans me traiter de microbe. C'est quoi cette chanson dylanophobe? Si j'ai Bob Dylan, j'ai jamais aimé les Dylan, ni les Brandon, les Jetson, les Brian. Deuxième couplet, et j'ai déjà très mal au nez. Cette pince à linge est beaucoup trop serrée. Mais c'est pas grand chose comparé à ce vendu, ce Bob Dylan qui fait très mal au cul. Mal aux oreilles aussi à cause de son harmonica. C'est pire que du Aya Nakamura. Si j'ai Bob Dylan, dites-moi que c'est pas vrai. Je peux pas me consoler avec Hugo Frey. Je préfère encore la pince à linge. Dylan et les spots pour des marques de bagnoles, pour de la lingerie ou pour Apple. C'est plus un poète, c'est un publicitaire. Il pourrait vendre du foie gras sur Inter. Avec sa voix de canard, nous l'avons échappé belle. Pas de jingle pour les ORL. Si j'ai Bob Dylan, hier avec John Baez, aujourd'hui seulement avec le Pèse. Et après ça, gna 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 la culture. Si j'ai Bob Dylan, au nom du capital, des millions de dollars d'Universal. The answer, my friend, is blowing in the tune. The answer is blowing in the tune. Ça fait mal au nez. Merci Frédéric Fromet. Merci à tous et merci à la Parjupi Team avec à la programmation et la déprogrammation des cas contacts des gens du théâtre et du cinéma. Mathias Volant, Sarah Masson, Fabrice Rivaud, assisté de Camille Aimé. Merci à Ramzi Assadi, notre rédacteur en chef d'orchestre et vidéaste amateur pour notre chaîne YouTube. François Audouin réalise cette émission avec à la technique aujourd'hui Stéphane Touvenin, Stéphane Beaufils et Jean-François Georges. Ils sont pas trois, il est tout seul, ils sont pas six. À la vidéo, Jean-Michel Desprez. À la régie salle, Laurie Sanchez. Laissons le mot de la fin à Jean Castex. Un résumé du discours d'hier, mon Jeannot. Chérie, si on faisait quelque chose d'un peu exceptionnel ce week-end, si on se gâtait un peu.